La Chambre, dans sa décision du 29 janvier 2016, qui a été citée tout à l'heure, sur l'admission de la preuve, indiquait qu'elle n'étudierait la recevabilité des éléments de preuve qu'à la fin du procès. C'est vrai. Elle notait néanmoins que dans des circonstances appropriées, elle pourrait se prononcer plus tôt. C'est dans le dispositif de la décision qui a été citée tout à l'heure, la décision 405 du 29 janvier 2016. Je n'y reviens pas, nous la connaissons tous. La défense estime qu'il est justifié d'examiner l'admission du témoignage de P369 dès à présent, en ce que le témoin aborde plusieurs aspects du mémoire préliminaire du procureur et que conserver l'incertitude sur l'admission ou pas de ce témoignage ne pourrait qu'avoir un impact sur un certain nombre d'autres témoignages. Régler la question immédiatement permettrait aux parties de savoir à quoi s'en tenir et de s'organiser en conséquence. Par ailleurs, décider de l'admission avant la fin du procès est ici nécessaire. Car, puisque le témoin, contrairement à la plupart des témoins, touche quasiment à la totalité du mémoire préliminaire du procureur, le report de la décision sur l'admission, à la fin du procès, obligerait la défense à consacrer une partie importante de ses soumissions finales à répondre et à contester les affirmations de P369, alors qu'une décision anticipée pourrait permettre d'accélérer la procédure. Je voudrais ajouter que le principe de la libre évaluation de la preuve ne signifie pas qu'il ne doit pas exister un cadre juridique dans lequel cette évaluation s'opère. Plus particulièrement, il doit exister des règles claires qui permettent aux parties de savoir à quoi s'en tenir en ce qui concerne l'admission, mais aussi plus tard la pertinence des éléments de preuve. L'évaluation, simplement au cas par cas, sans aucune ligne directrice, ouvre la porte à un risque d'arbitraire naturellement. Cela posé, la défense de Laurent Gbagbo souhaite présenter un certain nombre d'observations qui permettront à la Chambre de disposer de toutes les informations utiles pour parvenir à une décision éclairée concernant l'admission ou non du témoignage de P369. Et, Monsieur le Président, je vais m'efforcer de ne pas de présenter mes observations dans un laps de temps le plus raisonnable possible. Je pense en avoir terminé en une vingtaine de minutes, peut-être même un peu moins. Je vais essayer de synthétiser. In writing, you mean? Pardon? In writing. Le juge président par écrit, vous voulez dire? Non, non, non. Pour que votre chambre puisse s'organiser, comme nous sommes un peu, comme nous n'avons pas beaucoup de temps parce que les parties ont eu beaucoup à dire, je voulais simplement vous préciser le temps que j'allais utiliser. Je pense ne pas dépasser une vingtaine de minutes. C'est pour que vous puissiez et que nous puissions tous nous organiser. C'est tout. Ok. Le président, bien. Le président, oui, oui. Poursuivez. Je crois qu'il serait mieux que vous n'en disiez pas trop non plus, mais allez-y, allez-y. L'accusation a déjà disposé de son temps, alors allez-y vous aussi. Mieux, compte tenu du temps qui nous a été laissé,
Voilà, je ne peux pas faire plus. Alors, cela posé, je voudrais d'entrée de jeu dire que pour la défense, P369 ne peut être considéré ni comme un témoin, ni comme un expert. Premièrement, il est important de bien comprendre qui est le témoin P369. C'est un chercheur, cela a été rappelé tout à l'heure, appartenant à une ONG présente dans plusieurs pays. Il s'est rendu pendant la crise à de très rares reprises à Abidjan. Plus précisément, il s'y est rendu à 4 reprises, pour des périodes ne dépassant jamais quelques jours. De l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il a rédigé un certain nombre de rapports au nom de l'ONG dont il est membre. Il a rédigé ces rapports sur la base des entretiens qu'il aurait eus avec un certain nombre de témoins ou de personnes lui ayant rapporté des bruits ou des rumeurs. C'est uniquement à partir de ce matériel, obtenu en quelques jours, qu'il a rédigé les rapports présentant la position officielle de son organisation. Il est intéressant de noter qu'à aucun moment le témoin n'était sur place, à aucun moment, lors de la survenue d'événements ayant ensuite fait l'objet des rapports. Il n'était pas non plus sur place lors de la survenue des incidents dont il est fait mention dans le mémoire préliminaire du procureur. Par conséquent, cette personne ne peut être considérée comme un témoin des faits au sens habituel du terme. Il ne fait jamais que relater ce qui lui aurait été raconté par d'autres. Il faut noter qu'une partie importante des entretiens a été menée par téléphone, alors que le témoin ne se trouvait pas dans le pays et que par conséquent, la méthodologie suivie est des plus discutables. Autrement dit, le témoin ne peut attester directement de la réalité des faits s'étant déroulés lors de la crise post-électorale et son éventuel témoignage serait uniquement constitué de oui-dire dont la valeur est des plus limitées. Comment, dès lors, affirmer, comme l'a fait le procureur il y a quelques instants, que le témoin témoignera sur des faits contestés alors qu'il n'en a pas été le témoin? L'utilité de l'intervention de P369, l'utilité pour la Chambre, est donc réduite et n'apporterait pas grand-chose au débat, étant rappelé d'ailleurs que le procureur présente sur sa liste de témoins des personnes qui, selon lui, elles, ont vécu les événements dont il est question dans les charges. Deuxièmement, il est important de bien comprendre que le témoin n'est pas un expert ou ne peut pas être considéré comme un expert. Tout d'abord, le procureur ne l'a jamais considéré comme un expert. Le procureur n'a jamais fait état d'une expertise spécifique du témoin concernant la Côte d'Ivoire, ni d'une expertise spécifique du témoin concernant les événements s'étant déroulés lors de la crise post-électorale. Pour faire état d'une expertise du témoin, le procureur aurait dû montrer que le témoin remplit un certain nombre de critères qui portent sur ses connaissances scientifiques, sur son impartialité et sur la crédibilité du témoignage. Il n'en a pas fait cas, il n'a jamais prétendu que ce témoin serait un expert ou aurait une quelconque expertise. Alors à cet égard, la défense attire l'attention de la Chambre sur une décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone
qui est particulièrement éclairante pour régler le problème qui nous est posé ici de l'admission du témoignage de P369. La décision à laquelle je fais référence vous a été distribuée tout à l'heure. Je pense que tout le monde l'a reçue. Et l'accusation aussi, oui. Très bien. La question qui était posée au tribunal spécial pour la Sierra Leone était la même que celle qui est posée à la Chambre aujourd'hui. I'm sorry to Le juge président, je suis désolé de vous interrompre, mais je ne sais pas pourquoi, mais l'accusation a demandé un passage à huis clos partiel afin de procéder à une explication de toute la transcription. Je ne sais même pas pourquoi. Madame Pack, Monsieur le Président, après mûre réflexion, enfin c'est moi qui me suis trompé. La requête avait été déposée à titre confidentiel et je pensais que nous étions à huis clos lorsque nous avons commencé. J'ai commencé à présenter mes arguments. Alors je vous prie de m'excuser. C'est simplement pour respecter la nature confidentielle de la requête que j'ai demandé à Madame Mandavia d'informer le greffe de cette omission de ma part. C'est mon erreur. Je pensais que nous étions à huis clos. Je ne voulais certainement pas interrompre mon contradicteur de la défense. Je ne voudrais pas empêcher le public d'écouter, mais c'est simplement parce que la requête avait été déposée de manière confidentielle que je souhaitais que l'on procède à l'expurgation. Je vous prie de m'excuser. Le président, oui, très bien. La requête doit être reclassifiée. Il n'y a rien qui justifie que la requête demeure confidentielle. Nous n'allons pas rendre confidentielle cette transcription. Veuillez poursuivre, maître. Madame Pack, merci, monsieur le président. Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je m'en remets à ce que vous décidez. Donc nous sommes en audience publique, c'est bien cela. C'est ce que vous avez décidé. in open session. Le président, effectivement, nous sommes en audience publique et la requête qui était confidentielle sera reclassée publique maintenant. Tout est public. Veuillez poursuivre. Donc je disais que la question posée au tribunal spécial pour la Sierra Leone était la même que celle qui est posée aujourd'hui à votre chambre. Il s'agissait pour le tribunal, dans l'affaire Taylor, de décider du statut d'expert d'un enquêteur d'une ONG. D'une ONG. La Chambre du tribunal spécial pour la Sierra Leone considéra à cette occasion que le fait de compiler des témoignages, c'est ce qui nous a été dit tout à l'heure par l'accusation, le témoin a compilé des témoignages, que le fait de compiler des témoignages divers sur une certaine période de temps ne faisait pas de la personne, de ce chercheur d'une ONG, un expert sur ce qui était dit dans les témoignages, sur ce qui était relaté par les témoins. Nous sommes exactement dans le même cas de figure. C'est la décision Taylor, paragraphe 13. Je ne la lis pas pour accélérer, mais naturellement, elle vous a été, la décision vous a été remise. La démarche suivie par les juges du tribunal spécial pour la Sierra Leone et la logique retenue doit nous servir d'exemple ici. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'enquêteur dont il était question dans cette décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone était Corinne Dufka. Et là, Monsieur le Président, nous sommes en session publique. Je crois qu'il faut que j'aille en 30 secondes en session privée. Non? C'est vrai. Oui, c'est vrai, l'accusation a dit que c'était Human Rights Watch.
Donc je crois que je peux dire, sous le contrôle de votre chambre, que Corinne Dufka, l'enquêteur dont il était question dans la décision de la Cour pour la Sierra Leone, se trouve être le co-auteur des rapports rédigés par le témoin dont nous parlons aujourd'hui. C'est la même chose, ce sont les mêmes personnes, c'est le même problème. Même cause, presque les mêmes protagonistes, donc logiquement mêmes effets. Votre chambre prendra la même décision logique que le tribunal spécial pour la Sierra Leone. P369 ne peut à l'évidence être considéré comme un expert. La conséquence technique en est qu'aucune opinion d'aucune sorte exprimée par P369 ne peut être admise par la Chambre. Oui, mais bien sûr, naturellement. Mais puisqu'il n'est ni témoin, ni expert, P369 ne peut à l'évidence être admis à témoigner. Dans ces conditions, la question se pose de savoir pourquoi le procureur veut à toute force le faire venir. Et c'est ça qui est intéressant, nous semble-t-il. Il suffit de lire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la déclaration du témoin pour constater l'évidence. Le procureur cherche à faire valider par un tiers son approche du dossier. Pourquoi? Parce que cette approche, en ce qu'elle fait l'impasse sur le rôle des vrais protagonistes, notamment le rôle des autorités françaises, et parce qu'elle présente une vision partielle des faits, a été critiquée par tous les experts, et même par les juges de la Chambre préliminaire dans leur décision du 3 juin 2013. Les seuls à n'avoir pas critiqué l'approche retenue par le procureur, ce sont les membres de Human Rights Watch. Et comment pourrait-il en être autrement quand il apparaît, après analyse attentive, que le procureur s'est contenté, pour dresser ses accusations, de reprendre, dès les débuts de l'affaire, dans leur structure et dans leurs détails, les rapports rédigés par P369. Le procureur cherche donc, en faisant venir P369, à se prévaloir de la démarche suivie par Human Rights Watch. Ce faisant, il inverse les données du problème et cherche à présenter les choses de manière erronée, puisqu'il présente à la Chambre les rapports de Human Rights Watch comme corroborant son enquête, alors que ces accusations, puisqu'il présente à la Chambre les rapports de Human Rights Watch comme corroborant son enquête, alors que ces accusations, que les accusations du procureur, ne sont que la reprise des rapports de Human Rights Watch. La venue de P369 permettrait au procureur de faire croire au juge qu'il y aurait eu enquête de sa part, puisqu'elle serait corroborée par P369, ce qui est à l'évidence une manière fausse de présenter les choses. Autrement dit, pour être tout à fait clair, le procureur veut faire croire que Human Rights Watch est d'accord avec lui, alors que c'est lui qui a copié Human Rights Watch. Il est aisé de constater que depuis le début de l'affaire, le procureur n'a pas véritablement enquêté, mais a calqué son dossier sur les rapports d'ONG et plus particulièrement ceux de Human Rights Watch. Il utilise les mêmes termes, met en cause les mêmes personnes, reproduit les mêmes accusations pour les mêmes événements, allant même jusqu'à reprendre les qualifications juridiques suggérées par Human Rights Watch. En outre,
Il ressort de ce qui précède, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que faire venir P369 n'est intéressant pour le procureur que parce qu'il disposerait alors d'un tiers revêtu de l'autorité prêtée à Human Rights Watch qui vous proposerait, à vous les juges, un certain nombre de considérations tenant aux faits, aux éléments constitutifs des crimes et à la responsabilité des accusés. C'est-à-dire proposant au juge, un narratif, ou plutôt proposant au juge un préjugement validant le narratif choisi par l'accusation dans son mémoire préliminaire. Nous sommes là, loin d'un témoignage. Aucun des critères permettant d'entendre P369 n'est rempli. Il faut donc refuser sa venue. Si la Chambre devait autoriser malgré tout la venue de P369, il conviendrait de circonscrire son témoignage aux 2 points suivants, qui sont les seuls qui pourraient être d'une utilité quelconque pour les parties à la Chambre. Premièrement, en ce qui concerne les faits, le témoin ne saurait s'exprimer que sur ce qu'il a vu ou vécu directement. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il vienne rapporter des oui-dire sur d'autres événements que ceux qu'il aurait vécus. Merci. Monsieur le Président, on me dit qu'il y a eu un petit malentendu de traduction, mais je vois là-bas qu'il a été corrigé. Il ne s'agissait pas de dire exclude, mais de dire circonscrire. Je crois que tout va bien et ça a été réparé, je n'ai pas besoin de... Merci. Parfait. Donc je reprends pour être tout à fait clair. Si la Chambre devait autoriser la venue de P369, c'est dans cette seule hypothèse, il conviendrait que le témoignage soit limité, au lieu de circonscrit si vous voulez, aux 2 points suivants, parce que ce sont ces 2 points seuls qui seraient utiles. Premièrement, je l'ai dit, le témoin ne peut s'exprimer que sur ce qu'il a vu ou vécu directement. Les oui-dire ne sont pas intéressants. Et ces oui-dire sont déjà compilés dans les rapports de Human Rights Watch. Ils sont déjà compilés. Donc pour les entendre, ces oui-dire, nous n'avons pas besoin du témoin. Il suffirait que le procureur se lève en audience et qu'il lise les rapports de Human Rights Watch et nous aurions alors exactement ce que le témoin peut nous dire. Inutilité totale, perte de temps pour la Cour. Voilà. Il faut souligner que les rapports de Human Rights Watch n'ont pas de valeur intrinsèque. Le fait que P369 confirme les avoir écrits et donne des détails sur le processus de collecte des informations et le processus d'écriture n'ajoute rien à leur valeur, puisqu'il ne s'agit que de oui-dire. C'est seulement lorsque l'identité des personnes dont le témoignage a été utilisé dans les rapports de Human Rights Watch est révélée et que ces personnes sont interrogées par la voie judiciaire qu'elles peuvent apporter quelque chose à la recherche de la vérité. Par conséquent, le seul bénéfice qui pourrait découler de l'audition de P369 serait d'éclairer la Chambre et les parties sur l'identité des personnes à qui le témoin aurait parlé et dont les récits constituent la substance des rapports de Human Rights Watch portant sur la crise post-électorale. Dans ces circonstances, il s'agirait de s'assurer que P369
donne aux parties des informations leur permettant d'approfondir et de mieux tester le récit des témoins présenté jusque-là par le procureur, événement par événement. C'est d'ailleurs le sens de la décision de la Chambre du 22 mars 2016, écriture 466, à laquelle je vous renvoie, mais que je ne développe pas ici, puisqu'il s'agit d'une écriture confidentielle. Notons que c'est le procureur qui aurait dû, plutôt que de s'appuyer aveuglément sur les rapports de Human Rights Watch, mener, il y a des années de cela, au début de son enquête, de véritables investigations sur les allégations rapportées par les membres de différentes ONG, dont Human Rights Watch. Rien n'empêchait de chercher à obtenir des informations sur les personnes auxquelles, à l'époque, P369 avait parlé. Aujourd'hui, du fait des défaillances de l'enquête du procureur, ce serait à la défense de vérifier la plausibilité du récit de P369, si P369 était autorisé à venir, et la crédibilité de ces informateurs. En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la défense estime que P369 ne remplit aucun des critères qui lui permettrait d'être appelé en tant que témoin ou en tant qu'expert. De plus, sa venue n'apporterait rien en ce qui concerne la recherche de la vérité, puisque P369 ne peut rien rapporter d'utile de ce qu'il aurait vécu. En revanche, il est plus que probable que son témoignage perturberait la recherche de la vérité par les juges. Mais si la Chambre devait effectivement autoriser sa venue, il conviendrait qu'elle limite son témoignage à ce qu'il a véritablement vu et qu'elle lui demande de donner aux parties et aux juges les informations utiles à la recherche de la vérité dont il disposerait, plus particulièrement l'identité des personnes avec qui il aurait été en contact. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Maître Knopes, j'imagine que vous avez l'intention de présenter des arguments oraux, bien sûr, qui auront à voir avec ce que vous nous avez écrit. Maître Knopes, oui, si vous me permettrez de pouvoir vous parler pendant 5 minutes. Le Président, allez-y. Maître Knopes, donc notre intention était donc d'éviter les objections lors de l'interrogatoire. C'est pour cela que nous avons déposé cette écriture, cette requête. Et l'accusation a dit, eh bien, écoutez, la défense n'aura qu'à présenter ses objections à la Cour lors de l'interrogatoire de P369. Mais d'après nous, si vous ne tranchez pas sur ces deux questions essentielles avant le témoignage de 369, eh bien, lors de l'interrogatoire par l'accusation, la défense ne cessera de présenter des objections et cela va ralentir les débats. C'était notre première intention. Donc cette requête n'est pas à propos du oui-dire, n'est pas à propos de la valeur probante ou de la crédibilité de 369. Pas du tout. Cela porte sur des principes fondamentaux en droit pénal internationaux auxquels le juge Richard May, l'ex-juge président de l'affaire Milosevic, a bien dit dans son livre, à la page 202 de son livre bien connu de tous, dont je ne donnerai pas le titre,
Et donc Richard May a bien énoncé ces deux principes. Interdiction donc de parler de la question essentielle et ensuite le fait que le témoin qui n'est pas un expert ne peut pas empiéter sur le rôle de la Chambre pour ce qui est de l'évaluation de la crédibilité ou de la véracité du témoin. C'est essentiel quand même. Or, c'est exactement... cela reflète exactement la position de 369. 369 va venir pour nous parler, pour vous parler de ce qu'il appelle la corroboration des éléments de preuve qu'il a collectés lui-même. Mais il empiète sur vos prérogatives, là. Et dans le livre, donc, à la page 202, vous trouverez une transcription de la décision Corbett-Cersich du 6 octobre 2000. Et là, la Cour, enfin le tribunal a appliqué ce même principe à tout témoin, pas uniquement le témoin expert. Ensuite, et c'est à la note 10 note de bas de page 10 de notre demande, eh bien, c'est exactement la même chose au TPIR, où le témoin sur dans l'affaire Casimir Bizimungu, donc le témoin n'a pas été autorisé à présenter ces éléments de preuve, exactement pour les mêmes raisons. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs décisions de tribunaux internationaux, de cours internationales, où ce type d'expertise, ce type de déposition ont été considérés inadmissibles avant même la déposition. Alors, vous avez le fait de dire que vous établirez l'admissibilité de la pièce ou des éléments de preuve à la fin de la présentation de tous les moyens, ce n'est pas possible. Cela va contre les principes de la justice internationale. 369 a été présenté comme un témoin de contexte. C'est ce qu'on vous a dit, de contexte. Mais 369 n'a été à Abidjan que 18 jours. En ce qui concerne la période de référence des charges. 18 jours, c'est tout. Et en plus, il n'était même pas dans les bons quartiers où les choses seraient intervenues. Cela signifie que, premièrement, il n'est pas un expert de contexte. Deuxièmement, il enfreint les deux principes établis par le juge May dans son livre essentiel. Et en plus, il empiète sur votre rôle, puisqu'il se permet d'établir la crédibilité du témoin, des éléments de preuve, sur prendre l'interprète. Ensuite, pour ce qui est donc du fait qu'il y aurait un parti pris, eh bien, je crois que vous le trouverez ça au paragraphe 23 de notre demande. Vous trouverez la chose à propos de cet éventuel parti précis. Un chercheur, comme le chercheur dont on parle ici, a montré la déclaration de 369 a été donnée en septembre 2013, juste après que l'on lève les scellés de la demande du mandat d'arrêt de M. Blégoudet. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a fait cette déclaration à l'accusation. Or, si il est de parti, on voit bien qu'il est de parti pris, ce qui renforce même le fait qu'il est enfreint au principe de base énoncé par le juge May. Et son choix d'éléments de preuve est basé sur un parti pris évident. Et donc, ce qu'il appelle la corroboration des éléments de preuve, qu'il semble présenter dans son rapport, est entaché d'erreurs, vicié. Donc,
cela renforce l'argument que les deux principes sont bel et bien enfreints, puisqu'il choisit de façon subjective les éléments de preuve qu'il va présenter et il présente soi-disant une corroboration entre ces éléments. Maintenant, si vous étudiez le résumé de la déclaration du témoin présentée par l'accusation, l'intention de l'accusation était de rentrer dans les détails de la déclaration avec le témoin lors de la déposition. Alors, aujourd'hui, l'accusation concède qu'elle ne parlera pas avec ce témoin des questions essentielles de notre affaire, de notre affaire. Mais c'est pour ça que notre demande, vous devez faire droit à notre demande. C'est justement l'un des remèdes demandés par l'accusation à la Chambre. Donc, il est logique de dire qu'il faut rejeter la totalité de la demande de la défense alors que l'accusation concède déjà qu'elle ne posera pas les questions sur tous les sujets. Donc, nous considérons qu'il faut faire droit à notre requête pour les raisons que nous venons d'évoquer. Le président, très bien. Eh bien, nous allons reprendre à 10h45 et jusqu'à 12h30 pour finir l'interrogatoire du témoin. Il a rédigé ses rapports sur la base des entretiens qu'il aurait eus avec un certain nombre de témoins ou de personnes lui ayant rapporté des bruits ou des rumeurs. C'est uniquement à partir de ce matériel, obtenu en quelques jours, qu'il a rédigé les rapports présentant la position officielle de son organisation. Il est intéressant de noter qu'à aucun moment le témoin n'était sur place, à aucun moment, lors de la survenue d'événements ayant ensuite fait l'objet des rapports. Il n'était pas non plus sur place lors de la survenue des incidents dont il est fait mention dans le mémoire préliminaire du procureur. Par conséquent, cette personne ne peut être considérée comme un témoin des faits au sens habituel du terme. Il ne fait jamais que relater ce qui lui aurait été raconté par d'autres. Il faut noter qu'une partie importante des entretiens a été menée par téléphone, alors que le témoin ne se trouvait pas dans le pays et que par conséquent, la méthodologie suivie est des plus discutables. Autrement dit, le témoin ne peut attester directement de la réalité des faits s'étant déroulés lors de la crise post-électorale et son éventuel témoignage serait uniquement constitué de oui-dire dont la valeur est des plus limitées. Comment, dès lors, affirmer, comme l'a fait le procureur il y a quelques instants, que le témoin témoignera sur des faits contestés alors qu'il n'en a pas été le témoin? L'utilité de l'intervention de P369, l'utilité pour la Chambre, est donc réduite et n'apporterait pas grand-chose au débat, étant rappelé d'ailleurs que le procureur présente sur sa liste de témoins des personnes qui, selon lui, elles, ont vécu les événements dont il est question dans les charges. Deuxièmement, il est important de bien comprendre que le témoin n'est pas un expert ou ne peut pas être considéré comme un expert. Tout d'abord, le procureur ne l'a jamais considéré comme un expert. Le procureur n'a jamais fait état d'une expertise spécifique du témoin concernant la Côte d'Ivoire
ni d'une expertise spécifique du témoin concernant les événements s'étant déroulés lors de la crise post-électorale. Pour faire état d'une expertise du témoin, le procureur aurait dû montrer que le témoin remplit un certain nombre de critères qui portent sur ses connaissances scientifiques, sur son impartialité et sur la crédibilité du témoignage. Il n'en a pas fait cas, il n'a jamais prétendu que ce témoin serait un expert ou aurait une quelconque expertise. Alors à cet égard, la défense attire l'attention de la Chambre sur une décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone qui est particulièrement éclairante pour régler le problème qui nous est posé ici de l'admission du témoignage de P369. La décision à laquelle je fais référence vous a été distribuée tout à l'heure. Je pense que tout le monde l'a reçue. Et l'accusation aussi, oui. Très bien. La question qui était posée au tribunal spécial pour la Sierra Leone était la même que celle qui est posée à la Chambre aujourd'hui. I'm sorry to Le juge président, je suis désolé de vous interrompre, mais je ne sais pas pourquoi, mais l'accusation a demandé un passage à huis clos partiel afin de procéder à une explication de toute la transcription. Je ne sais même pas pourquoi. Madame Pack, Monsieur le Président, après mes réflexions, enfin c'est moi qui me suis trompé. La requête avait été déposée à titre confidentiel et je pensais que nous étions à huis clos lorsque nous avons commencé. J'ai commencé à présenter mes arguments. Alors je vous prie de m'excuser. C'est simplement pour respecter la nature confidentielle de la requête que j'ai demandé à Madame Mandavia d'informer le greffe de cette omission de ma part. C'est mon erreur. Je pensais que nous étions à huis clos. Je ne voulais certainement pas interrompre mon contradicteur de la défense. Je ne voudrais pas empêcher le public d'écouter, mais c'est simplement parce que la requête avait été déposée de manière confidentielle que je souhaitais que l'on procède à une explication. Je vous prie de m'excuser. Le président, oui, très bien. La requête doit être reclassifiée. Il n'y a rien qui justifie que la requête demeure confidentielle. Nous n'allons pas rendre confidentielle cette transcription. Veuillez poursuivre, maître. Madame Pack, merci, monsieur le président. Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je m'en remets à ce que vous décidez. Donc nous sommes en audience publique, c'est bien cela. C'est ce que vous avez décidé. La Chambre, dans sa décision du 29 janvier 2016, qui a été citée tout à l'heure, sur l'admission de la preuve, indiquait qu'elle n'étudierait la recevabilité des éléments de preuve qu'à la fin du procès. C'est vrai. Elle notait néanmoins que dans des circonstances appropriées, elle pourrait se prononcer plus tôt. C'est dans le dispositif de la décision qui a été citée tout à l'heure, la décision 405 du 29 janvier 2016. Je n'y reviens pas, nous la connaissons tous. La défense estime qu'il est justifié d'examiner l'admission du témoignage de P369 dès à présent, en ce que le témoin aborde plusieurs aspects du mémoire préliminaire du procureur et que conserver l'incertitude sur l'admission ou pas de ce témoignage ne pourrait qu'avoir un impact sur un certain nombre d'autres témoignages. Régler la question immédiatement permettrait aux parties de savoir à quoi s'en tenir et de s'organiser en conséquence. Par ailleurs, décider de l'admission avant la fin du procès est ici nécessaire. Car, puisque le témoin, contrairement à la plupart des témoins, touche quasiment à la totalité du mémoire préliminaire du procureur, le report de la décision sur l'admission, à la fin du procès,
obligerait la défense à consacrer une partie importante de ses soumissions finales à répondre et à contester les affirmations de P369, alors qu'une décision anticipée pourrait permettre d'accélérer la procédure. Je voudrais ajouter que le principe de la libre évaluation de la preuve ne signifie pas qu'il ne doit pas exister un cadre juridique dans lequel cette évaluation s'opère. Plus particulièrement, il doit exister des règles claires qui permettent aux parties de savoir à quoi s'en tenir en ce qui concerne l'admission, mais aussi plus tard la pertinence des éléments de preuve. L'évaluation, simplement au cas par cas, sans aucune ligne directrice, ouvre la porte à un risque d'arbitraire naturellement. Cela posé, la défense de Laurent Gbagbo souhaite présenter un certain nombre d'observations qui permettront à la Chambre de disposer de toutes les informations utiles pour parvenir à une décision éclairée concernant l'admission ou non du témoignage de P369. Et, Monsieur le Président, je vais m'efforcer de ne pas de présenter mes observations dans un laps de temps le plus raisonnable possible. Je pense en avoir terminé en une vingtaine de minutes, peut-être même un peu moins. Je vais essayer de synthétiser. In writing, you mean? Pardon? In writing. Le juge président par écrit, vous voulez dire? Non. Pour que votre chambre puisse s'organiser, comme nous sommes un peu, comme nous n'avons pas beaucoup de temps parce que les parties ont eu beaucoup à dire, je voulais simplement vous préciser le temps que j'allais utiliser. Je pense ne pas dépasser une vingtaine de minutes. C'est pour que vous puissiez et que nous puissions tous nous organiser. C'est tout. Ok. Le président, bien. Le président, oui. Poursuivez. Je crois qu'il serait mieux que vous n'en disiez pas trop non plus, mais allez-y. L'accusation a déjà disposé de son temps, alors allez-y vous aussi. Mieux, compte tenu du temps qui nous a été laissé, voilà, je ne peux pas faire plus. Alors, cela posé, je voudrais d'entrée de jeu dire que pour la défense, P369 ne peut être considéré ni comme un témoin, ni comme un expert. Premièrement, il est important de bien comprendre qui est le témoin P369. C'est un chercheur, cela a été rappelé tout à l'heure, appartenant à une ONG présente dans plusieurs pays. Il s'est rendu pendant la crise à de très rares reprises à Abidjan. Plus précisément, il s'y est rendu à 4 reprises, pour des périodes ne dépassant jamais quelques jours. De l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il a rédigé un certain nombre de rapports au nom de l'ONG dont il est membre, corroborant son enquête, alors que les accusations du procureur, ne sont que la reprise des rapports de Human Rights Watch. La venue de P369 permettrait au procureur de faire croire au juge qu'il y aurait eu enquête de sa part, puisqu'elle serait corroborée par P369, ce qui est à l'évidence une manière fausse de présenter les choses. Autrement dit, pour être tout à fait clair, le procureur veut faire croire que Human Rights Watch est d'accord avec lui,
alors que c'est lui qui a copié Human Rights Watch. Il est aisé de constater que depuis le début de l'affaire, le procureur n'a pas véritablement enquêté, mais a calqué son dossier sur les rapports d'ONG et plus particulièrement ceux de Human Rights Watch. Il utilise les mêmes termes, met en cause les mêmes personnes, reproduit les mêmes accusations pour les mêmes événements, allant même jusqu'à reprendre les qualifications juridiques suggérées par Human Rights Watch. En outre, il ressort de ce qui précède, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que faire venir P369 n'est intéressant pour le procureur que parce qu'il disposerait alors d'un tiers revêtu de l'autorité prêtée à Human Rights Watch qui vous proposerait, à vous les juges, un certain nombre de considérations tenant aux faits, aux éléments constitutifs des crimes et à la responsabilité des accusés. C'est-à-dire proposant au juge un narratif, ou plutôt proposant au juge un préjugement validant le narratif choisi par l'accusation dans son mémoire préliminaire. Nous sommes là loin d'un témoignage. Aucun des critères permettant d'entendre P369 n'est rempli. Il faut donc refuser sa venue. Si la Chambre devait autoriser malgré tout la venue de P369, il conviendrait de circonscrire son témoignage aux 2 points suivants, qui sont les seuls qui pourraient être d'une utilité quelconque pour les parties et la Chambre. Premièrement, en ce qui concerne les faits, le témoin ne saurait s'exprimer que sur ce qu'il a vu ou vécu directement. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il vienne rapporter des oui-dire sur d'autres événements que ceux qu'il aurait vécus. Merci. Monsieur le Président, on me dit qu'il y a eu un petit malentendu de traduction, mais je vois là-bas qu'il a été corrigé. Il ne s'agissait pas de dire exclude, mais de dire circonscrire. Je crois que tout va bien et ça a été réparé, je n'ai pas besoin de... Merci. Parfait. Donc je reprends pour être tout à fait clair. Si la Chambre devait autoriser la venue de P369, c'est dans cette seule hypothèse, il conviendrait que le témoignage soit limité, au lieu de circonscrit, si vous voulez, aux 2 points suivants, parce que ce sont ces 2 points seuls qui seraient utiles. Premièrement, je l'ai dit, le témoin ne peut s'exprimer que sur ce qu'il a vu ou vécu directement. Les oui-dire ne sont pas intéressants. Et ces oui-dire sont déjà compilés dans les rapports de Human Rights Watch. Ils sont déjà compilés. Donc pour les entendre, ces oui-dire, nous n'avons pas besoin du témoin. Il suffirait que le procureur se lève en audience et qu'il lise les rapports de Human Rights Watch et nous aurions alors exactement ce que le témoin peut nous dire. Inutilité totale, perte de temps pour la Cour. Voilà. Il faut souligner que les rapports de Human Rights Watch n'ont pas de valeur intrinsèque. Le fait que P369 confirme les avoir écrits
et donne des détails sur le processus de collecte des informations et le processus d'écriture, n'ajoute rien à leur valeur, puisqu'il ne s'agit que de oui-dire. Mais fait pas grand-chose comme ça, c'est un petit jeu. C'est seulement lorsque l'identité des personnes dont le témoignage a été utilisé dans les rapports de Human Rights Watch est révélée et que ces personnes sont interrogées par la voie judiciaire qu'elles peuvent apporter quelque chose à la recherche de la vérité. Par conséquent, le seul bénéfice qui pourrait découler de l'audition de P369 serait d'éclairer la Chambre et les parties sur l'identité des personnes à qui le témoin aurait parlé et dont les récits constituent la substance des rapports de Human Rights Watch portant sur la crise post-électorale. Dans ces circonstances, il s'agirait de s'assurer que P369 donne aux parties des informations leur permettant d'approfondir et de mieux tester le récit des témoins présenté jusque-là par le procureur, événement par événement. C'est d'ailleurs le sens de la décision de la Chambre du 22 mars 2016, écriture 466, à laquelle je vous renvoie, mais que je ne développe pas ici, puisqu'il s'agit d'une écriture confidentielle. Notons que c'est le procureur qui aurait dû, plutôt que de s'appuyer aveuglément sur les rapports de Human Rights Watch, mener, il y a des années de cela, au début de son enquête, de véritables investigations sur les allégations rapportées par les membres de différentes ONG, dont Human Rights Watch. Rien n'empêchait de chercher à obtenir des informations sur les personnes auxquelles, à l'époque, P369 avait parlé. Aujourd'hui, du fait des défaillances de l'enquête du procureur, ce serait à la défense de vérifier la plausibilité du récit de P369, si P369 était autorisé à venir, et la crédibilité de ces informateurs. En conclusion, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la défense estime que P369 ne remplit aucun des critères qui lui permettrait d'être appelé en tant que témoin ou en tant qu'expert. De plus, sa venue n'apporterait rien en ce qui concerne la recherche de la vérité, puisque P369 ne peut rien rapporter d'utile de ce qu'il aurait vécu. En revanche, il est plus que probable que son témoignage perturberait la recherche de la vérité par les juges. Mais si la Chambre devait effectivement autoriser sa venue, il conviendrait qu'elle limite son témoignage à ce qu'il a véritablement vu et qu'elle lui demande de donner aux parties et aux juges les informations utiles à la recherche de la vérité dont il disposerait, plus particulièrement l'identité des personnes avec qui il aurait été en contact. Thank you very much. Président, merci beaucoup. Maître Knopes, j'imagine que vous avez l'intention de présenter des arguments oraux, bien sûr, qui auront à voir avec ce que vous nous avez écrit. Maître Knopes, oui, si vous me permettrez de pouvoir vous parler pendant 5 minutes. Le président, allez-y. Maître Knopes, donc notre intention était donc d'éviter les objections lors de l'interrogatoire. C'est pour cela que nous avons déposé cette écriture, cette requête.
Et l'accusation a dit, eh bien, écoutez, la défense n'aura qu'à présenter ses objections à la Cour lors de l'interrogatoire de P369. Mais d'après nous, si vous ne tranchez pas sur ces deux questions essentielles avant le témoignage de 369, eh bien, lors de l'interrogatoire par l'accusation, la défense ne cessera de présenter des objections et cela va ralentir les débats. C'était notre première intention. Donc cette requête n'est pas à propos du oui-dire, n'est pas à propos de la valeur probante ou de la crédibilité de 369. Pas du tout. Cela porte sur des principes fondamentaux en droit pénal internationaux auxquels le juge Richard May, l'ex-juge président de l'affaire Milosevic, a bien dit dans son livre, à la page 202 de son livre bien connu de tous, dont je ne donnerai pas le titre. Et donc Richard May a bien énoncé ces deux principes. Interdiction donc de parler de la... In open session. Le président Lou, effectivement, nous sommes en audience publique et la requête qui était confidentielle sera reclassée publique maintenant. Tout est public. Veuillez poursuivre. Donc je disais que la question posée au tribunal spécial pour la Sierra Leone était la même que celle qui est posée aujourd'hui à votre chambre. Il s'agissait pour le tribunal, dans l'affaire Taylor, de décider du statut d'expert d'un enquêteur d'une ONG. D'une ONG. La Chambre du tribunal spécial pour la Sierra Leone considéra à cette occasion que le fait de compiler des témoignages, c'est ce qui nous a été dit tout à l'heure par l'accusation, le témoin a compilé des témoignages, que le fait de compiler des témoignages divers sur une certaine période de temps ne faisait pas de la personne, de ce chercheur d'une ONG, un expert sur ce qui était dit dans les témoignages, sur ce qui était relaté par les témoins. Nous sommes exactement dans le même cas de figure. C'est la décision Taylor, paragraphe 13. Je ne la lis pas pour accélérer, mais naturellement, elle vous a été, la décision vous a été remise. La démarche suivie par les juges du tribunal spécial pour la Sierra Leone et la logique retenue doit nous servir d'exemple ici. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l'enquêteur dont il était question dans cette décision du tribunal spécial pour la Sierra Leone était Corinne Dufka. Et là, Monsieur le Président, nous sommes en session publique. Je crois qu'il faut que j'aille en 30 secondes en session privée. Non? C'est vrai. Oui, c'est vrai. L'accusation a dit que c'était Human Rights Watch. Donc je crois que je peux dire, sous le contrôle de votre chambre, que Corinne Dufka, l'enquêteur dont il était question dans la décision de la Cour pour la Sierra Leone, se trouve être le co-auteur des rapports rédigés par le témoin dont nous parlons aujourd'hui. C'est la même chose, ce sont les mêmes personnes, c'est le même problème. Même cause, presque les mêmes protagonistes, donc logiquement mêmes effets. Votre chambre prendra la même décision logique que
le tribunal spécial pour la Sierra Leone. P369 ne peut à l'évidence être considéré comme un expert. La conséquence technique en est qu'aucune opinion d'aucune sorte exprimée par P369 ne peut être admise par la Chambre. Oui, mais bien sûr, naturellement. Mais puisqu'il n'est ni témoin, ni expert, P369 ne peut à l'évidence être admis à témoigner. Dans ces conditions, la question se pose de savoir pourquoi le procureur veut à toute force le faire venir. Et c'est ça qui est intéressant, nous semble-t-il. Il suffit de lire, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la déclaration du témoin pour constater l'évidence. Le procureur cherche à faire valider par un tiers son approche du dossier. Pourquoi? Parce que cette approche, en ce qu'elle fait l'impasse sur le rôle des vrais protagonistes, notamment le rôle des autorités françaises, et parce qu'elle présente une vision partielle des faits, a été critiquée par tous les experts, et même par les juges de la Chambre préliminaire dans leur décision du 3 juin 2013. Les seuls à n'avoir pas critiqué l'approche retenue par le procureur, ce sont les membres de Human Rights Watch. Et comment pourrait-il en être autrement quand il apparaît, après analyse attentive, que le procureur s'est contenté, pour dresser ses accusations, de reprendre, dès les débuts de l'affaire, dans leur structure et dans leurs détails, les rapports rédigés par P369. Le procureur cherche donc, en faisant venir P369, à se prévaloir de la démarche suivie par Human Rights Watch. Ce faisant, il inverse les données du problème et cherche à présenter les choses de manière erronée, puisqu'il présente à la Chambre les rapports de Human Rights Watch comme corroborant son enquête, alors que ces accusations, puisqu'il présente à la Chambre les rapports de Human Rights Watch comme